Bonjour et bienvenue à la pause santé vitalité, le balado où on prend un moment pour discuter des enjeux qui vous touchent avec des experts de chez nous. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Dr Antonin Savoie. Bonjour Antonin. Bonjour. Bonjour Dr Savoie. Vous êtes donc gériatre au centre universitaire Georges Dumont, c'est bien ça? C'est ça, je suis médecin famille, mais je travaille en gériatrie depuis 2009. D'accord. Donc depuis 2009, vous prenez soin de la santé de nos aînés. On sait qu'on a au Nouveau-Brunswick une population qui vieillit, qui va continuer à vieillir pour les prochaines années. Évidemment, ça a des impacts sur notre système de santé, sur la pression aussi sur nos services. Puis ça nous oblige un peu à s'assurer qu'on aide notre population à vieillir en santé, aussi à pouvoir vieillir chez soi. Puis c'est là que vous intervenez, si je comprends bien. C'est ça, autant au niveau préventif, mais aussi des fois, avec les maladies, on peut accumuler des problèmes, puis surtout au niveau du fonctionnement, puis des fois, il faut qu'on ait des stratégies un peu adaptatives pour compenser ou même de réadaptation pour retrouver notre autonomie. Puis comme vous avez dit, avec la population vieillissante, les gens souvent, ils accumulent plus de problèmes, plus de médicaments, ça a un plus gros impact sur notre système de santé, l'achalandage aux salles d'urgence, puis aussi aux hospitalisations, puis tout ça. Donc, d'où la nécessité d'essayer de garder les gens chez eux en santé le plus longtemps possible, dans leur dignité Oui. et leur autonomie. Puis c'est ça, l'autonomie, c'est vraiment la clé sur lesquelles vous essayez d'aider les gens à pouvoir eh bien finalement vivre leur vie quotidienne le plus facilement possible. Puis comment est-ce qu'on peut aider les personnes dans leur, à maintenir cette autonomie-là? C'est sûr, nous, du point de vue de la gériatrie, on a une approche un petit peu globale du patient, en tenant compte ses maladies, ses problèmes de santé et tout, mais aussi avec le fonctionnement dans tout ça. Donc, comment est-ce qu'une personne fonctionne, puis où sont les enjeux ou les problèmes, si on veut, au niveau du fonctionnement qui pourraient faire en sorte qu'il y ait des limitations de pouvoir rester à la maison ou justement qui mènent à une hospitalisation avec une détérioration de la maladie. Puis comment est-ce qu'on peut, soit du point de vue de l'hospitalisation, comment est-ce qu'on peut les retourner dans leur environnement pour qu'ils puissent fonctionner ou qu'ils puissent récupérer, si on veut, ou se réadapter ou encore trouver différentes stratégies pour compenser ce qu'ils ne sont plus capables de faire seuls pour pouvoir rester chez eux le plus longtemps possible et que ça continue de bien aller. Donc quand on dit vous regardez la personne dans son ensemble, ça veut dire que ça dépasse la santé finalement. C'est ça. Dans le fond, c'est une personne avec le même problème de santé, avec le même âge, peut être complètement différente en termes du fonctionnement. Une peut rester chez elle tout seule, conduire son auto, fonctionner de façon indépendante, puis tu pourrais avoir la même personne avec la même description, mais avec des limitations au niveau de sa capacité de se faire à manger ou de conduire son auto, de se déplacer, de se laver, de s'habiller. Puis, c'est pas les mêmes besoins pour chaque personne. Fait que, disons, quand on fait une évaluation gériatrique globale, si on veut, on prend la personne avec ses problèmes de santé, ses maladies, mais aussi avec une description comment cette personne-là fonctionne. Puis, même point, quand il arrive à l'hôpital, on a toujours une idée de avant qu'il rentre à l'hôpital, comment est-ce qu'ils fonctionnaient, puis avec la maladie, ils sont rendus où au niveau de leur fonctionnement, puis comment est-ce qu'il faut qu'on les retourne pour pouvoir fonctionner un minimum, pour pouvoir retourner chez eux, puis c'est quoi les différentes stratégies ou les différentes options de services ou d'aide qu'on peut mettre en place pour qu'ils puissent continuer de fonctionner à la maison, là, en dehors du milieu de l'hôpital, où est-ce que c'est achalandé, puis c'est pas... comment je dirais, c'est pas le milieu qui est favorable pour nos aînés, c'est certain. Là. Est-ce qu'il y a des risques auxquels on ne pense pas forcément pour une personne qui peut vivre seule à la maison, par exemple, et qui peuvent voir un état de santé se dégrader rapidement? On pense par exemple aux chutes, où une chute chez une personne âgée peut avoir des conséquences très importantes.
comment on peut prévenir aussi ce type d'incident? Ben c'est un peu la mentalité ou le bon vieux dicton grouille ou rouille, là. Ouais, surtout pour les limitations physiques. C'est sûr, nous, quand on parle d'une chute, c'est qu'il peut y avoir différents enjeux, autant physiques, mais aussi cognitifs. Euh, Fait que ça a deux choses qui peuvent avoir un impact sur le fonctionnement d'un individu. Euh, Puis c'est certain que quelqu'un qui habite seul à domicile, qui a un pauvre réseau de support, est beaucoup plus à risque de se retrouver à l'hôpital avec des grosses problématiques que quelqu'un qui est bien entouré ou qui est compensant en partie ou que les gens voient et puis là, qu'ils sont capables d'un peu parler pour cette personne, dépendamment des enjeux, là, mais c'est certain que ça a un impact, là. J'aimerais qu'on parle un petit peu de l'importance de ce réseau-là de soutien, d'avoir une famille ou des amis qui peuvent nous aider ou veiller sur nous. C'est aussi on sait qu'une personne qui est isolée aussi peut voir différents paramètres de sa santé se dégrader. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de l'importance d'être entouré finalement? Mais c'est certain que si, mettons, je sais pas, il y a un neveu, il y a une nièce, il y a une fille, un fils qui sont dans la région, qui sont prêts de s'occuper de certaines choses ou qui voient qu'il y a certaines choses qui ont changé, c'est leurs parents ou le patient en tant que tel, ils peuvent s'impliquer pour justement aider à faire la tâche ou justement la faire pour eux autres. Ou c'est surtout quand les gens sont seuls ou qui n'ont pas accès à ce réseau de support-là, bien là, il y a d'autres stratégies aussi. Nous, on travaille en partenariat avec le ministère du Développement social, tout ce qui est services d'aide à domicile, puis ou foyer sans mur, il y a ou les repas livrés, ces choses-là, différentes agences qui offrent des services comme ça, même au niveau des soins d'hygiène ou services de relève. C'est à voir par rapport à qu'est-ce qui est disponible dans ta communauté, parce que chaque communauté va être différente aussi en ce qui concerne qu'est-ce qu'ils ont comme service à offrir. Fait que c'est certain, comme tous les différents membres de l'équipe, si tu veux, multidisciplinaire, que ce soit les travailleuses sociales, ergothérapeutes, physiothérapeutes, diététistes, orthophonistes, tous ces gens-là là, nous aident énormément, soit dans l'évaluation ou la réadaptation ou justement les conseils qu'ils peuvent nous donner pour mettre soit des outils en place, soit de l'équipement ou de l'aide en place pour faire que la personne peut continuer de fonctionner à la maison, là. Vous n'avez pas de stratégie à la maison. Est-ce qu'on peut parfois adapter le domicile avec certains équipements ou comment on peut adapter son environnement finalement? C'est sûr, comme nous autres, on travaille avec beaucoup les ergothérapeutes. Hein. Ça fait que si on regarde par rapport à l'environnement ou la salle de bain, ou là, il y a les escaliers, il y a toutes sortes de problématiques qui peuvent arriver. Puis nous autres, on pense toujours aux chutes, puis ça, ou aux limitations physiques, ou même cognitives. L'ergothérapie est une discipline qui nous aide beaucoup. Si on a des problèmes par rapport à la mobilité d'un patient ou des accessoires de marche, des choses comme ça, la physiothérapie va nous aider beaucoup aussi là-dedans. Si c'est des problématiques physiques ou de maladies ou des choses comme ça, avec le service extramural, service infirmier, il y a des choses qui peuvent se traiter en dehors des hôpitaux parce que c'est sûr, le patient est beaucoup mieux dans son environnement, ce qui est pour avoir le même support, si on veut, là, pour continuer de progresser, de s'améliorer de la domicile, ou si que les choses, justement, c'est ça, la cicatrice fonctionnelle qui reste, comment est-ce qu'on peut mettre des stratégies en place pour les adapter. Ça fait qu'il y a on travaille beaucoup avec les ergothérapeutes, fait que tout ce qui est équipement, fauteuil roulant, adaptation technique ou pour les membres supérieurs ou je sais pas, pour les escaliers, stairlift ou le chairlift ou ces choses-là, le domaine de l'ergothérapie peut nous aider. Des fois, on peut faire des demandes à travers l'extramural aussi ou en externe. Même principe pour la physiothérapie ou les accessoires de marche, marchettes, cannes, ces choses-là, ou
Justement, je sais pas, moi, c'est un patient qui a été admis, qui est sorti après une fracture de hanche, puis dans le fond, il n'a pas retrouvé son niveau de mobilité de base, mais assez pour retourner chez eux. Mais il y a une place pour qu'ils continuent de progresser là-dedans. Ça fait qu'ils peuvent ces gens-là peuvent nous aider. Puis il y a aussi différentes agences de services qu'on peut faire appel à qui peuvent aider là-dedans, soit au niveau de l'aide à préparer les repas ou même des services de livraison de repas ou pour l'épicerie, des choses comme ça, le transport ou même de l'aide pour les soins personnels ou l'habillement, le bain ou des services de relève pour, je sais pas, le conjoint, la conjointe, l'aidant naturel, si on veut, du patient qui, des fois, peut se retrouver surchargé. Hein? C'est comme un peu le pilier qu'il y a, puis à mesure que la charge, elle augmente, soit à cause des besoins de l'individu. Mais c'est sûr, si tu rajoutes pas de pilier, puis la chargement, à un moment donné, le pilier, il finit par plier. Ça fait que de rajouter un peu des beams, si je peux m'exprimer ainsi, ça aide à supporter la charge puis à faire que les gens peuvent rester chez eux le plus longtemps possible. Parce que c'est certain, c'est là où est-ce que où est-ce que ça peut mieux aller ou qu'il y a moins de risques si on les adapte bien ou on les compense bien, là, comparativement à l'hôpital où est-ce que tu n'auras pas du one-on-one, c'est un peu routine pour tout le monde. C'est pas une routine nécessairement qui est adaptée aux patients comme tel. Ça fait que c'est plus difficile à faire si on veut puis à soutenir aussi là, que les gens qui sont chez eux mais qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de soins. Puis c'est ce que les gens veulent de vieillir chez soi. C'est tellement important. Puis tout à l'heure, on a parlé de l'expression grouille ou rouille. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de l'importance de l'activité physique, puis à quoi ça ressemble une activité physique qui est adaptée aussi pour une personne d'un âge avancé? Mais je dirais comme ça peut aller de la marche à la course pour certaines personnes âgées très en forme puis tout ça. Ça dépend tout à la base de l'individu, qu'est-ce qu'il est habitué de faire, puis c'est de le répéter. Il y a les YMCA aussi qui peuvent offrir différents cours aux ateliers ou la piscine ou dépendamment des gens qui ont de la difficulté avec les exercices d'impact ou avec l'arthrose puis tout ça. La piscine peut être une alternative où on a déjà vu les arénas avec les pistes de marche puis tout ça. Puis, dans le fond, c'est n'importe quelle activité physique soutenue, 45 minutes sur une base régulière, 3-5 fois par jour. Là. Il y a différentes données pour ça. Mais assez pour, comment je dirais ça, maintenir les capacités physiques de la personne. Parce que c'est sûr, si on ne l'utilise plus ou on le fait moins, c'est là que le déconditionnement s'en vient, puis ça devient plus difficile. Puis parce que ça devient plus difficile, ben là, on en fait moins. Ça fait que c'est le cercle vicieux qui s'installe. Puis c'est un peu d'essayer d'éviter ou même briser ce cercle vicieux-là. Là. Puis soit d'engager les gens dans leur communauté ou à travers, parce que j'en ai des patients là, qui se sont arrêtés de sortir, qui s'isolaient davantage, puis même qu'on a vu à l'hôpital de jour. Puis juste le fait d'avoir regagné un peu en conditionnement, ça les a fait ouvrir leurs yeux pour justement là, de continuer ces tendances-là pour éviter que la rouille les rattrape de nouveau puis que les problèmes les rattrapent de nouveau. Là. Oui, puis si c'est une activité sociale, c'est aussi, ça nous isole moins aussi. Puis c'est certain, encore là, ça dépend de chaque communauté, qu'est-ce qu'ils ont à offrir. Puis c'est pour ça que les travailleuses sociales, le service social peut nous aider aussi à voir qu'est-ce qui est disponible en communauté. C'est sûr, comme médecin, je connais pas tout. Je suis loin de tout connaître. Fait que moi, je travaille bien en équipe. Fait qu'on a besoin de tout le monde, si on veut, pour surtout approcher des problèmes multicomplexes, surtout que présentent les personnes âgées avec l'accumulation sur des années. Comme je regarde, finalement, vous avez... je ne sais pas que vous êtes chef d'orchestre, mais vous êtes au milieu d'une équipe où il y a plusieurs spécialités, puis vous voyez aussi l'intérêt des services à domicile. C'est un petit peu tous ces
professionnels qui travaillent ensemble, qui peuvent appuyer une personne selon les besoins qu'elle a. C'est un peu ça le modèle aussi en collaboration avec les médecins de famille, tu sais, qu'est-ce que c'est de faire. Puis c'est un peu partout, autant en réadaptation, on travaille avec une équipe multidisciplinaire que, tu sais, surtout avec la complexité des problèmes, comme on a besoin de travailler en équipe, c'est beaucoup plus facile d'approcher